Et là, je vais vous développer quelques résultats d'études liés aux stéréotypes de genre. Alors d'abord, les stéréotypes sociaux, comme les stéréotypes de genre, en effet, ce sont des biais. On considère que ce sont des biais parce qu'ils nous conduisent à des erreurs. Les stéréotypes de genre, c'est quoi en fait un stéréotype? Un stéréotype, ça renvoie à des croyances qui peuvent être partagées à des degrés divers au sein d'une société. Et ces croyances, elles portent sur des caractéristiques qui sont souvent des traits de personnalité, hein, ça vous parlera pour les recrutements, des traits de personnalité, mais aussi des compétences, voire des incompétences, qui seraient propres à certains individus en raison de leur appartenance groupale. Alors le propre des stéréotypes, c'est de simplifier notre environnement, notamment, et donc forcément ils conduisent à beaucoup de caricatures, puisqu'ils surgénéralisent, c'est-à-dire qu'à cause des stéréotypes, on va penser à tort que tous les membres d'un même groupe sont nécessairement très similaires entre eux, et donc forcément très différents des membres des autres groupes. C'est ainsi que les femmes sont considérées comme toutes les mêmes, les hommes tous les mêmes, mais hommes et femmes très différents. Et lorsqu'on fait la synthèse de toute la littérature scientifique sur le sujet, eh bien on découvre que vous, messieurs, ici présents, d'après les stéréotypes de genre dans nos sociétés, eh bien, vous seriez tous nécessairement compétitifs, audacieux, rationnels, forts en maths. Tous, sans exception. On voit déjà à quel point c'est faux. Par contre, nuls en lecture, nul en gestion des relations interpersonnelles et de relations affectives. Quant à nous, mesdames, nous sommes plutôt réputées pour notre sensibilité, notre émotivité, le stress. On ne sait pas gérer le stress, hein. On devient très vite hystérique. Par contre, on est super forte dans les humanités, en sciences humaines et sociales, dans le care aussi. On est toutes des infirmières en puissance, hein, toutes, hein, sans exception. Par contre, nul en maths. Nul en maths, nul en logique, nul en orientation spatiale, nul en conduite, femme au volant, il y a la suite, non? Mort au tournant, il paraît. Bon, on voit bien à quel point tout ça est caricatural, mais c'est extrêmement résistant en fait. Et ce qu'on étudie en fait dans ma discipline, c'est comment ces stéréotypes nous influencent, y compris lorsqu'on est en désaccord avec. Je suis persuadée qu'ici vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Tout ça, ce sont des bêtises, on est en désaccord avec ça. Oh, moi je pourrais vous faire au laboratoire la démonstration que ces stéréotypes-là, comme tant d'autres, ils sont là, ancrés en mémoire à long terme, mais sous forme d'automatisme, y compris si vous êtes en profond désaccord avec. Et le problème, il est là. Le problème, il est là parce que comme ces automatismes sont mémoire à long terme, eh bien, dans certaines situations, dès lors que le stéréotype va être pertinent, eh bien, il va être réactivé en mémoire et de façon automatique comme un réflexe, c'est-à-dire indépendamment de votre volonté. Alors là, deux choses l'une. Soit vous êtes conscient que vous êtes sous l'emprise d'un automatisme qui est susceptible de vous influencer dans la façon dont vous-même vous allez peut-être réussir ou pas un test, ou dans la façon dont vous allez évaluer le niveau de compétence d'autrui. Et là, si vous en rendez compte, vous avez le choix, soit de mettre du contrôle, soit de ne pas en mettre. Ça reste là, du coup, sous votre motivation. Soit vous vous en rendez pas compte. Et alors c'est très simple, notre mémoire elle est très mécanique. Dès qu'une information a été activée, elle va être utilisée, sauf si on met du contrôle dessus. Donc ça c'est un problème. Et donc on a deux catégories de recherche en sciences cognitives sur l'influence des stéréotypes. Il y a l'influence des stéréotypes sur les personnes qui en sont les cibles, comme les personnes qui passent des concours, qui passent des auditions pour un recrutement, mais aussi un deuxième ensemble de recherche qui porte sur l'influence de ces mêmes stéréotypes sur les personnes qui évaluent et qui recrutent. Donc prenons le premier côté que je viens d'évoquer, l'influence des stéréotypes sur les personnes qui en sont les cibles. Par exemple, les femmes par rapport à des tests de mathématiques, par rapport à des auditions pour un poste d'enseignante-chercheur à l'université, c'est en ce moment que ça se joue. Les recrutements, les commissions de sélection, c'est en ce moment. Il y a à peu près à Aix-Marseille Université 80 postes au recrutement en ce moment, et il y en a une bonne partie pour la faculté des sciences, puisque c'est la faculté des sciences qui bénéficie chaque année du plus grand nombre de postes au concours. Eh bien, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, d'après ce que nous disent les études, lorsqu'une femme se retrouve en situation d'évaluation dans un domaine de compétences qui est réputé plutôt masculin et non pas féminin, eh bien, cette candidate va gérer un stress supplémentaire que n'auront pas à gérer les candidats masculins. On est d'accord que tous les candidats, quel que soit leur genre, vont devoir gérer le stress. Il y a la peur de ne pas réussir autant qu'ils le souhaitent. Mais les femmes vont devoir gérer un stress supplémentaire qui est lié à l'activation automatique d'un stéréotype qui leur est défavorable et qui va venir exacerber le processus d'évaluation, le stress, et qui va venir faire de la surcharge cognitive. Et la surcharge cognitive va porter sur quoi?
sur un module très particulier de notre cerveau qui est la mémoire de travail. C'est la mémoire de travail qui nous permet de résoudre des tâches complexes et de prendre des décisions complexes en un temps limité. Je vous donne un exemple très concret. Imaginez-vous face à un sujet d'examen, même si ça fait très longtemps pour certains d'entre vous, mais revenez en arrière, 2 secondes. Vous découvrez votre sujet d'examen. Eh bien, si vous n'aviez pas de mémoire de travail, eh bien, première chose, à la fin de la lecture du sujet d'examen, vous seriez obligé de le relire et de le relire encore, puisqu'arrivé à la fin, vous auriez oublié les données du problème du début. Donc, première chose que vous permet de faire la mémoire de travail, c'est de maintenir actives les données du problème. Pour ensuite faire autre chose, puisqu'elle ne s'arrête pas là, la mémoire de travail, elle va farfouiller dans votre mémoire à long terme. Là, vous avez entreposé toutes vos connaissances et vos stratégies de résolution de problème, ce qui peut coller et pas coller aux données du problème. Donc, il va y avoir un processus comparatif qui va se mettre en route, qui est très connu, très coûteux cognitivement, pour garder ce qui colle et ce qui ne colle pas aux données du problème. Et elle ne s'arrête pas là. Ce qui ne colle pas aux données du problème, ce sont des connaissances ou des stratégies de résolution non pertinentes. Donc la mémoire de travail va mettre en place un processus de suppression pour mettre tout ça de côté. Eh bien, les pensées interférentes qui ont été activées automatiquement par le stéréotype négatif dont on est la cible, eh bien, c'est détecté automatiquement aussi par la mémoire de travail qui va considérer que ce stress supplémentaire, ces pensées interférentes, sont non pertinentes avec les données du problème à résoudre. Et donc, il y a un processus cognitif de suppression qui va se mettre en route pour maintenir ça de côté. Sauf que cela capture des ressources attentionnelles fortes, lesquelles ne sont plus allouées entièrement à la tâche, d'où une contre-performance. Aujourd'hui, il existe environ 1 millier de publications scientifiques au plus haut niveau qui démontrent que dans ces conditions-là, les personnes vont produire des performances qui vont être en réalité en dessous de leurs compétences réelles. Ces processus sont très largement démontrés donc, pour les femmes dans les domaines de compétences réputés masculins. C'est démontré aussi pour les hommes à la défaveur des hommes dans les domaines de compétences réputés plutôt féminins. C'est démontré aussi au moment du diagnostic de la maladie diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer. Pour certains et certaines d'entre nous, on va être concernés bientôt, puisqu'il paraît qu'après 50 ans, quand on commence à ne plus savoir où on a posé ses clés de voiture, on a garé la voiture, on a mis ses lunettes, on commence à se demander si on n'a pas Alzheimer qui vient. Surtout quand les petits-enfants nous invitent à les consulter, parce que dis non, mamie, là tu as des problèmes de mémoire, faudrait t'inquiéter. Eh bien, on travaille depuis 7 ans maintenant avec plusieurs équipes de neurologues en France, on vient de démontrer que les stéréotypes négatifs liés à l'âge sont responsables d'un nombre conséquent de faux positifs dans le diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer, puisque ces stéréotypes viennent capturer une partie de l'attention des personnes qui viennent à l'hôpital pour un premier dépistage, lesquelles ne produisent pas des performances à hauteur de leurs compétences réelles, et cela conduit à un mauvais diagnostic que l'on découvre 1 an plus tard, lorsqu'on se rend compte que la performance cognitive n'a pas baissé, ce qui est impossible avec une maladie neurodégénérative. Donc on s'est planté. Voilà. Donc ça, c'est du côté des personnes qui passent des tests. Donc moi, je veux bien qu'on leur fasse passer des tests, mais quand on fait passer des tests aux gens, il faut savoir que ces personnes, en fonction du domaine de compétences dans lequel on les évalue, si ce dernier est la cible d'un stéréotype négatif par rapport à leur groupe d'appartenance, il y a de fortes chances pour qu'on les place en difficulté sans le savoir. Et ça, c'est important parce que face à une audition, on peut avoir des candidats et des candidates qui vont être stressés de manière différente. Encore une fois, un exemple très concret. Imaginez là, à l'université, les auditions pour les profs de mathématiques. Qu'est-ce qui se passe généralement sur les candidats et candidates qui sont auditionnés? Allez, entre 7 et 10 grand maximum. Sur les personnes auditionnées, à votre avis, combien de femmes généralement? Sur les 10 candidatures qui sont auditionnées, qui ont le privilège de venir pouvoir défendre à l'oral devant le jury leur candidature, parce que les 50 autres dossiers qui n'ont pas été retenus, c'est fini, c'est au revoir, merci, on verra peut-être l'an prochain. Combien? 3, vous êtes gentils. Généralement, c'est une, voire 2 grand maximum sur 10 personnes. Qu'est-ce qui se passe? Tout ce petit monde est convoqué à peu près la même demi-journée. Tout le monde arrive en même temps, parce que tout le monde arrive par le train, tout le monde arrive de partout de la France, donc tout le monde arrive en même temps. Eh bien, une femme qui se retrouve en minorité numérique, eh bien, le cerveau traite l'information, ça s'appelle l'effet solo status, et ça déclenche un stress donc physiologique qui va être géré par la personne, qui va nécessairement se voir par les membres du jury, puisqu'il y aura un petit stress supplémentaire qui ne manquera pas d'être interprété bien évidemment à tort par les membres du jury comme étant un signe de moins grande maîtrise quand même. Bon, c'était sympathique, mais elle maîtrise moins bien. On l'a senti moins à l'aise, t'as vu, alors que lui, eux, non, ça allait bien. Bah oui, c'est sûr. Elle a géré pendant une demi-heure qu'elle attendait son tour le fait qu'elle était la seule femme parmi 9 hommes. Ok? Bon. Maintenant, passons de l'autre côté. Les personnes qui recrutent, les personnes qui évaluent, les personnes qui jugent, les personnes qui sont super objectives et qui font ça depuis 20 ans, 30 ans, 35 ans pour certaines, et qui sont persuadées d'ailleurs d'être socialement engagées, de connaître tous les ressorts de la discrimination et qui font très attention, et qui sont d'ailleurs en profond désaccord avec le contenu des stéréotypes de genre que j'ai évoqués à quelques instants.
eh bien, je peux vous démontrer sans aucun problème que ces personnes-là, sauf si elles sont formées d'une certaine manière, vont se laisser avoir sans aucun problème par ces biais cognitifs que sont les stéréotypes et vont probablement sous-évaluer les performances des personnes qui sont la cible de ces stéréotypes. Alors, dans la vraie vie, c'est assez compliqué de faire la démonstration, surtout dans notre milieu universitaire. Pardon, j'y reviens, c'est mon métier. Et on a beaucoup de recrutement. C'est toujours compliqué de démontrer qu'il y a eu discrimination de genre à l'encontre des femmes pour un poste en sciences. Pourquoi c'est compliqué ? Parce que ça n'existe pas un CV identique, un parcours universitaire identique, un dossier de publication scientifique identique, même s'il y a des publications dans Science et Nature qui généralement déclenchent le « Waouh, Science, Nature, premier auteur », oui. Sauf que l'interprétation d'ailleurs, derrière, n'est pas toujours la même entre un candidat et une candidate. Exemple concret là aussi. Face à un comité de sélection composé entre 10 et 16 personnes à peu près, voire un peu moins quand c'est pour des postes de professeurs, les attitudes peuvent être assez différentes face à des dossiers très forts, bien sûr, hein, des dossiers de publication impressionnants avec des articles en premier auteur dans Science ou Nature. Commentaires pour le candidat. Bravo, excellent. Plusieurs publications en premier auteur dans Nature, Science. Vraiment bravo, hein, félicitations. Bon, on passe au critère suivant, l'enseignement. Pour la candidate, bravo, félicitations. Plusieurs publications en première autrice. Science, Nature, vraiment bravo. Pardon, madame, pourriez-vous nous expliquer quelle a été concrètement votre contribution dans cette publication? Parce qu'il y a des co-auteurs de poids quand même hein, sur la publication. On vous écoute. Voilà. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, on ne place pas le candidat et la candidate exactement dans les mêmes conditions. Et dans ma discipline, qui est la psychologie sociale, on fait beaucoup d'expérimentations et ça nous aide à démontrer l'existence de discrimination, puisqu'avec l'expérimentation, on peut tout contrôler et donc on peut contrôler le CV qu'on propose à l'évaluation. Et donc là, il n'y a plus de différence. Donc, dans plusieurs études, on a pris de vrais professeurs d'université hein, qui recrutent tous les jours, hein, qui sont très objectifs, hein, qui disent on sait évaluer la science, on est très objectif. Notamment quand on est en maths. Hein. Maths, c'est juste et faux, etc. Dans les faits, non. Hein. C'est pas si simple que ça. Il y a de l'originalité dans la démonstration. Et ils ne sont pas tous d'accord entre eux hein, quand c'est original. Hein. Ça, c'est intéressant à constater dans un jury. Mais bon, revenons à la démonstration. CV identique. On prend des profs d'université qui ont l'habitude de faire ça, sauf qu'on a tiré au sort. Et à la moitié d'entre eux, on leur fait croire qu'il s'agit du CV d'un homme, et à l'autre moitié qu'il s'agit du CV d'une femme. Il s'agit en fait, pourtant, exactement, du même CV. Et ils doivent utiliser la même grille d'évaluation avec les mêmes critères d'évaluation, la compétence, la prise de décision. Est-ce qu'ils vont accepter de mentorer ou pas ce candidat ou cette jeune candidate qu'ils vont recruter? Parce qu'on aime bien mentorer hein, les jeunes quand ils rentrent. Mais aussi, alors là, l'étude dont je parle, elle a été réalisée aux États-Unis, donc on propose un salaire pour cette première embauche. Eh bien, quand on regarde les décisions de la part des hommes, des professeurs d'université, donc des évaluateurs, qu'est-ce qui se passe? Sur tous les critères d'évaluation, sans exception, c'est le candidat qui l'emporte. Sur tous les critères. Y compris d'ailleurs sur la proposition de salaire qui est bien plus élevée pour le candidat que pour la candidate. À votre avis, quels sont les résultats des femmes, des professeurs femmes? Les mêmes, ouais. Les mêmes? C'est pire? Elles corrigent? Eh bien non, elles ne corrigent pas, elles font exactement la même chose. Elles privilégient le CV masculin, ce qui est pour le coup une véritable démonstration de l'existence d'une discrimination de genre, puisque le CV étant strictement le même, il n'y a donc aucun critère objectif qui puisse être mis en avant pour justifier de tels écarts systématiques. Cette étude a été répliquée un nombre de fois conséquent, et nous avons montré à peu près la même chose d'ailleurs, non pas avec une expérimentation, mais plutôt avec une étude corrélationnelle, cette fois-ci dans la vraie vie, auprès du CNRS, qui nous avait mandaté pour cela, et nous avons démontré en effet l'existence de discrimination pour la promotion à la position la plus prisée au CNRS, qui est celle de directeur et directrice de recherche au CNRS. En effet, il y a la discrimination de la part de l'ensemble des comités, et là, indépendamment de la discipline, puisqu'on recrute au plus haut niveau. Donc là, il y a un autre stéréotype qui s'ajoute, qui n'est pas lié que aux sciences et technologies, qui est lié au leadership, au management, hein, qui a la prestance pour manager des équipes de recherche, et donc de manager un laboratoire de recherche au CNRS. Eh bien, on a plutôt l'impression que ce sont les hommes. Donc oui, il y a de la discrimination, et on l'a démontré et publié dans Nature également. Donc la démonstration, elle est là aujourd'hui hein, sur la table, il n'y a absolument aucune contestation à avoir sur le sujet. La question est de savoir, sachant ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, former
mais formés correctement. Les formations sur le sujet ne s'improvisent pas, il faut des experts et des expertes qui expliquent comment fonctionne le cerveau dans ces cas-là. Il ne suffit pas d'être socialement engagé, il ne suffit pas d'être militant, malheureusement. Si ça suffisait, ça serait super, mais non, ça ne suffit pas. Il faut être expert pour faire des formations dont le contenu est très particulier, avec un process très particulier. Et on peut former à la fois les candidats et candidates et les personnes qui évaluent. Et les deux, mon capitaine, j'ai envie de dire, il n'y a pas une formation plus importante que l'autre. Les deux sont tout aussi nécessaires et importantes. On sait aujourd'hui que, par exemple, faire cours aux étudiants, notamment aux étudiants de sciences, sur l'existence des stéréotypes liés à l'origine sociale, liés à l'origine culturelle, liés au genre, eh bien, ça leur permet de comprendre bien souvent un stress qu'ils n'ont pas su expliquer pendant très longtemps pendant leur scolarité. Et surtout, ça leur permet de comprendre les mécanismes d'influence des stéréotypes et d'éviter des mauvaises attributions en cas d'échec. Une mauvaise attribution en cas d'échec, c'est d'attribuer son échec à une incompétence. Et donc, dire finalement, de façon innée, je suis intrinsèquement mauvais dans ce domaine, donc je ne pourrai jamais progresser, je ne pourrai pas y aller. Ça n'existe pas. Quelqu'un d'incompétent dans un domaine, ça n'existe pas. On fabrique de l'incompétence, mais on ne naît pas incompétent dans un domaine. Il n'y a qu'une seule chose qui est innée, c'est la plasticité neuronale, c'est-à-dire la capacité de notre cerveau à se développer sous l'effet des apprentissages. C'est ça qui est inné. Le reste, c'est de la construction sociale qui est faite pour maintenir les inégalités sociales et faire croire à certains qu'ils ont des incompétences qui ne pourront jamais être dépassées. C'est faux. La science le démontre clairement aujourd'hui. Donc allons voir les chercheurs et les chercheuses qui sont spécialistes de cela et demandons-leur peut-être de l'aide pour calibrer les formations sur le sujet, y compris sur les personnes qui évaluent, pour qu'elles évitent de tomber dans ces biais. Merci. Merci beaucoup Isabelle. Et je pense que vous avez tout dit en conclusion. Et c'est d'ailleurs un peu pour ça qu'on est venu vous chercher aujourd'hui. Et j'espère qu'on pourra faire d'autres choses ensemble dans les années à venir avec grand plaisir, même si on connaît votre agenda. Et je ne suis pas la seule. Aix-Marseille Université est là, il y a plein de ressources. Donc on est là. Au top. On est là ensemble. Là. Parfait. Trop chouette. Merci beaucoup Isabelle. Je pense qu'on peut encore l'applaudir.